je peux vous montrer, c'est ça. Vous recevrez un mail avec évidemment votre facture et puis un mail vous expliquant quel est le process qu'on utilise. Nous, quand vous nous mandatez, on crée un espace client. Vous aurez un cloud personnel, vous aurez un espace dématérialisé où vous pourrez déposer vos pièces. Il y a une plateforme de dépôt qu'on met à votre disposition, qui est faite par un éditeur. Alors elle est en cours de perfectionnement parce que, elle a un petit défaut, c'est qu'elle met pas forcément la liste des pièces que vous déposez. Donc ça, on a demandé à l'éditeur de les remédier tout de suite parce qu'on n'est pas très content. Toujours est-il que vous avez on a fait un tutoriel qui vous est envoyé dès que vous nous mandatez. Donc ça, je vais vous le montrer. Le tutoriel, il est assez complet et en fait, il est vraiment en évolution permanente puisqu'on fait remonter, on fait remonter, on essaie de faire remonter toutes les informations. Voilà, là, normalement, vous devez le voir. On essaie de faire remonter, les informations des clients, parfois les critiques, qu'on accepte tout à fait, pour voir comment on peut améliorer le process. Donc là, on vous explique, la composition du dossier, comment constituer votre dossier de pièces, hein, et comment nous transmettre le dossier. Alors, en fait, c'est assez long, mais finalement, bon, il faut signer la convention d'honoraires. Ça, on vous explique comment. Les pièces principales, c'est celles dont, enfin, c'est le relevé de situation individuelle dont je vous ai parlé. Il est très facile à se procurer, mais on explique comment se le procurer. C'est votre déclaration d'activité, de début d'activité. Ça, c'est pour on vérifie le début de création de votre statut d'auto-entrepreneur. Ça, c'est aussi assez simple, hein. Un avis sirène, on fait des captures d'écran, vous voyez, à chaque fois, on vous donne des exemples de documents. Ça peut être cette notification de la URSSAF ou un avis sirène que vous pouvez récupérer au greffe, en fait, hein, enfin, sur internet, sur Infogreffe. Voilà. Et ensuite, les justificatifs dont on a besoin, on vous explique tout. En fait, on a besoin comme données, évidemment, vous l'avez compris, de votre chiffre d'affaires annuel sur toutes les périodes d'auto-entreprise. On a aussi besoin, ça c'est moins important, mais nous, en termes de responsabilité professionnelle, on pense que c'est indispensable. On a besoin aussi que vous nous donniez les justificatifs du forfait social que vous avez payé chaque année. Donc, soit le paiement mensuel que vous faites à l'URSSAF sur le site auto-entrepreneur, c'est-à-dire celui-là là, que vous voyez là, enfin, que vous connaissez par cœur. Donc, soit le paiement mensuel, soit le paiement trimestriel. Parce qu'on a besoin, nous, de montrer que vous êtes en règle de vos cotisations, c'est aussi bête que ça. Et alors, ces données-là, parfois l'URSSAF collabore, et on va expliquer dans le tutoriel bientôt comment envoyer un mail sur son espace auto-entrepreneur en demandant à l'URSSAF. Ça a marché pour certaines personnes, hein. Ils envoient un mail à leur URSSAF en leur disant bah, je veux le détail de mon chiffre d'affaires annuel depuis le début, depuis 2009 par exemple, et je veux le détail des cotisations sociales que je vous ai réglées. Et l'URSSAF répond en quelques jours, dans une situation idéale, avec ces données. On a ça vous permet, parce qu'on vous fait travailler un peu, hein, je vous préviens, c'est pas du coup, enfin, on a tout préparé, mais on vous fait travailler parce que quelqu'un qui saisit un avocat pour un divorce, il doit donner des éléments précis, chiffrés. C'est bête, mais par exemple, il doit aussi donner à son avocat un tableau avec ses recettes, ses charges et tout. Bah, nous, dans le même esprit, on va vous demander de remplir un simulateur qui est ici, enfin, que je vais ouvrir, qui est ici. Alors, voilà. Vous avez ce simulateur-là. En fait, on vous demande, il est tout rempli, hein, c'est un tableur Excel. On vous demandera de revenir, en fait, les rubriques qui sont en rouge, les cellules qui sont en rouge sont à remplir par vos soins sur la base des justificatifs euh, pour lesquels on vous a donné une explication de collecte. Donc, les données, c'est simple, hein, c'est les revenus d'activité et les cotisations réglées. Voilà, ça nous permet de calculer, ça vous permet aussi d'avoir la simulation, comme ça vous pouvez voir tout de suite la différence entre les points. Et nous, ça nous permet de faciliter le travail sur le calcul des points. On fait évidemment une vérification. Une fois que vous nous avez envoyé ça, vous déposez ça je crois que vous déposez ça sur, sur votre espace client. Et, et donc, euh, et donc, nous, on fait une vérification précise
d'éléments. On vérifie les données et ça nous permet de préparer le recours amiable. Voilà, donc en fait, ce que je vous propose, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est de vous laisser la parole. Enfin, peut-être voir, Maxime, je vais rétablir ton micro et peut-être tu peux regarder quelles sont les questions et peut-être poser pour que ce soit interactif. Si j'ai le nom des personnes qui souhaitent poser des questions, je peux rétablir leur micro, comme ça sera peut-être ou même si les gens veulent lèvent la main, je peux essayer de leur rétablir le micro, même si je vois pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas actionné sa vidéo. Je peux te donner les noms, parce que de toute façon, il y en a déjà certains qui ont commenté dans la petite boîte de conversation. Ouais. Donc, il y a Sébastien qui avait une question sur l'ACRE. Sébastien, ok. Donc normalement, ouais, Sébastien. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai essayé de mettre la vidéo, mais je vois que ça ne marche pas. Oui, moi j'ai le cas particulier, donc j'ai commencé mon activité en tant qu'auto-entrepreneur en 2017 et à ce moment-là j'ai bénéficié de l'ACRE, donc exonération de charges sur les 3 premières années qui est dégressive. Et donc je voulais voir si la question c'est est-ce que ça a une conséquence justement sur le problème que j'ai d'une quelconque manière. Alors en fait, vous faites partie, quasiment tous les autres entrepreneurs qui ont ouvert leur statut, qui ont ouvert leur micro-entreprise ont bénéficié de l'ACRE. Nous, tous nos clients ont bénéficié de l'ACRE. En fait, il n'y a aucune incidence pour la bonne et simple raison qu'il n'y a aucune réglementation qui a été prévue là-dessus pour les autres entrepreneurs. Donc, ça permet, en fait, la rectification des points, on l'obtient sur toutes les années, indépendamment de l'ACRE ou pas. Il y a des gens qui ont un ACRE, qui ont l'ACRE pendant 3 ans. Hein. Il y a il y a des ACRE progressifs. Donc non, ça n'a aucune incidence. Aucune. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on ne le spécifie même pas, même si c'est apparent, puisqu'on montre quelles sont les cotisations sociales qui ont été payées. Donc, on voit bien que c'est des cotisations réduites sur les premières années. Mais ça n'a pas d'incidence sur la comptabilisation des droits. Et judiciairement, ça n'a jamais eu d'impact. Il n'y a pas eu de régime différencié. On avait une question de Ulrich aussi sur le régime d'auto-entrepreneur et l'autre régime aux frais réels, je suppose. Alors attendez, je vais donc de Ulrich. Alors je vais. Teinturier. Ouais, super. Ouais, je ne sais pas si on m'entend. Si. Ah bah nickel. Oui, en fait, je voulais savoir si c'était juste les auto-entrepreneurs qui constataient ce problème-là, ou si ceux qui ont choisi l'autre statut, toujours en tant qu'indépendant, mais voilà, de ne pas être au régime simplifié, ont les mêmes types de problèmes. Alors, c'est uniquement les auto-entrepreneurs. Les libéraux classiques ont d'autres problèmes, mais pas celui-là. Les libéraux classiques, nous on a la CIPAV, on l'a connue d'abord avec les libéraux classiques. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, depuis 2015, on a 300 dossiers par an pour des libéraux classiques. C'est comme ça qu'on a connu la CIPAV. C'est devenu un peu un adversaire très habituel. Et c'est en cours de route qu'on s'est rendu compte du problème pour les auto-entrepreneurs. Donc les libéraux classiques, ils ont d'autres problèmes, sur notamment des régularisations de cotisations. Mais sur la quantification des droits, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le problème de quantification des points de retraite est spécifique aux autres. Ok, merci. Je vous en prie. Il y a une question aussi de Guillaume Gaillard, donc qui demandait s'il fallait avoir un revenu annuel minimum. Alors, j'active. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, la question. Bonjour. Moi, je pense que d'autres personnes ici, j'ai plusieurs revenus annuels et l'activité d'accompagnateur, c'est la plus petite, on va dire. Donc, je voulais savoir s'il y avait un revenu minimal, comme des trimestres à faire dans le privé ou autre chose, pour bénéficier de ces points. Alors, non. Là encore, ça paraît bizarre, mais en fait, il faut comprendre que cette affaire, elle est possible parce que l'État, le législateur ou le pouvoir réglementaire n'ont absolument pas pris de texte précis sur les droits sociaux et en l'occurrence les droits à la retraite des auto-entrepreneurs. Il n'y a aucun texte précis, enfin, je veux dire des textes vraiment concrets
À part le fait que l'URSSAF récupère un forfait social, il n'y a rien. Donc, ça crée des situations un peu folles où effectivement, il n'y a aucun revenu minimum en dessous duquel les auto-entrepreneurs ne pourraient pas prétendre à la première classe de droit, donc les 36 points par an. Après, nous, on considère, c'est ce que je vous ai dit, comme j'ai indiqué tout à l'heure, un libéral classique qui gagne 0 ou même qui est en déficit, qui fait un déficit, il a perdu de l'argent parce qu'il a des charges trop importantes. Cette personne-là va payer une cotisation qui, de toute façon, lui permettra de créditer 36 points. Donc, de la même manière, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous gagnez quelques centaines ou quelques milliers d'euros, eh bien, vous êtes éligible à l'action. Après, je ne dis pas forcément qu'il faut faire l'action. Vous êtes éligible. Après, il y a aussi une question d'opportunité. Il faut voir les gens qui ont plusieurs statuts, qui sont, parce que c'est assez commun, je pense, pour les accompagnateurs de montagne. Il peut avoir une partie salariée, un complément en auto-entreprise. Je ne sais pas, moi, j'ai même un oncle par alliance qui est comme vous, qui est accompagnateur. Il est aussi VRP par ailleurs. Voilà, donc il a un statut qui le protège. Il y a une question d'opportunité. Il faut voir si, honnêtement, les gens qui font 1 000 € de chiffre d'affaires par an sur l'auto-entreprise, ils peuvent faire l'action, mais moi, à leur place, je ne la ferai pas forcément. Voilà, il y a aussi une question d'opportunité, parce que le magistrat, il va se retrouver à peut-être condamné, sûrement condamné même, mais en se disant, c'est un peu gonflé. En fait, il y a des effets mécaniques qui, après, nous, on est là aussi pour ça, hein. Il y a une forme d'astuce. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où finalement, moins vous avez gagné sur votre statut d'entreprise et plus l'action est intéressante parce que vous allez créditer des droits qui sont totalement disproportionnés par rapport à ce que vous avez vraiment fait comme activité. C'est juste une application mécanique du droit et de notre argumentaire juridique, mais c'est a priori infaillible. Donc voilà, donc ma réponse est assez nuancée. C'est oui, sur un plan juridique, il n'y a pas de distinction à faire en fonction du niveau de revenu, mais une nuance sur l'opportunité de l'action en votre âme et conscience. Voilà, savoir est-ce que vous pensez que c'est indispensable ou pas. Là, l'opportunité, elle est aussi à double tranchant. Je suis fonctionnaire. Donc, nous, on a un peu le test pour deux chaises entre le double statut qu'on a droit, pas droit, selon comment le directeur lit les textes. Et donc, c'est sûr que moi, je fais à peu près 3 000 € par an d'accompagnateur, un peu moins des fois. Et donc, forcer à l'autre tribunal pour cette somme, pour gagner des points retraite, si à côté, d'ailleurs, je me fais matcher parce que le magistrat, il trouve que je suis déjà suffisamment en sécurité sur ma retraite pour mon statut de fonctionnaire, je ne sais pas. Alors, en fait, le magistrat, vous savez, il peut pas. Il a effectivement, il a un cerveau comme nous tous et il a une part de moralité plus ou moins importante. Ça dépend des endroits. Bon, mais en tout cas, il est quand même un peu lié. C'est-à-dire que juridiquement, si la Cour de cassation lui a dit blanc, il pourra pas dire noir. Donc, de toute façon, il est tenu de condamner en fait la CIPAV. C'est un peu je dirais la beauté du dossier, c'est qu'il est obligé de condamner. Donc, et parfois, il faut quand même dire que les magistrats, notamment nous, on a vu celui de Chambéry, ils sont ravis de taper sur la CIPAV. Hein. Ils sont vraiment ravis parce que c'est une pièce qui, de manière générale, est en plein dysfonctionnement, j'allais dire en plein délire, mais c'est un peu ça. Hein. Donc, quand ils ont un beau dossier bien ficelé avec une décision de la Cour de cassation, ils sont très contents de condamner. Donc après, si vous vous inquiétez parce que vous êtes par ailleurs fonctionnaire, faut comprendre que c'est très cloisonné. C'est-à-dire, si vous faites une action en justice concernant la CIPAV, le magistrat il se fiche de savoir ce que vous faites par ailleurs. De toute façon, les auto-entrepreneurs, la plupart, c'est des activités complémentaires. Quand vous regardez les statistiques, le revenu moyen de l'auto-entrepreneur, vous êtes pile dedans, monsieur, hein, c'est à peu près 3 000 € par an. Donc, c'est très peu. La plupart du temps, effectivement, nous, les gens qu'on défend, il y a beaucoup de gens dont c'est l'activité exclusive. Je pense aux guides, aux interprètes, par exemple, aux traducteurs, aux psychologues, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des activités salariées. Par ailleurs, ils ont des activités d'entrepreneurs, créateurs de sites internet. Voilà. Donc, c'est pas du tout. Et le magistrat, lui, il verra uniquement, il s'intéressera pas au cumul d'activités, il s'en fiche. Nous, on ne le précise même pas et on n'est pas tenu de le faire. Il verra juste que vous avez une activité d'auto-entrepreneur et sa question juridique, ce sera de savoir est-ce que les points ont été bien calculés ou pas. C'est tout. Il ne va pas regarder si vous aviez le droit ou pas d'exercer l'activité.
c'est pas le cas. Ils s'en fichent en fait. Ok, merci. Je vous en prie. Il y avait une question, du coup, avant de proposer celle d'Eric, il y avait une question d'Ulrich qui était un peu plus dans ce qu'on a discuté, qu'on va peut-être prendre la question d'Ulrich avant. Ouais, je voulais demander s'il y avait des auto-entrepreneurs à votre connaissance qui avaient fait la démarche juste de contacter la CIPAV par rapport à ce problème de points. Et est-ce qu'ils ont eu réponse dans ce cas-là ou est-ce qu'il y a vraiment un silence du côté de la CIPAV? Alors oui, bien Alors sûr. moi, je peux répondre déjà pour ma part, si tu veux, Dimitri. Donc moi, ça fait, en fait, j'avais déjà entendu, moi, avant tout ce qu'on parle là de ces problèmes avec la CIPAV, j'avais, par curiosité, déjà regardé mes points retraite et je voyais qu'il me manquait depuis 2016, justement, toutes les infos. Donc j'ai contacté depuis 2 ans en envoyant un mail de temps en temps à la CIPAV et ils m'ont jamais répondu. Voilà, pour ma part, par exemple. Ok, bon, c'est clair. Eric, du coup, ouais, la question d'Eric après. Alors la question, pardon, je vais l'activer. Donc Eric, oui. Oui, Eric, bonjour. bonjour. Donc moi j'ai envoyé les pièces qu'il fallait sur le cloud là, donc effectivement ça prend un peu de temps. Et la difficulté c'est de savoir si les éléments qu'on a envoyés ils y sont. Donc vous avez dit tout à l'heure que pour l'instant vous n'avez pas la possibilité de savoir si elles étaient sur le site, en tout cas pour nous en tant que personne qui dépose les pièces. Et donc voilà, comment on peut savoir si on a tout déposé ou pas? Alors, ouais, effectivement, j'ai parlé de cette difficulté technique. En fait, on a amélioré le process au fil des mois. Et là, depuis 3 semaines, on a investi dans un logiciel et une plateforme de dépôt de documents. Donc, on a un logiciel de gestion qui fait que c'est ce qui nous permet de créer votre espace client et c'est ce qui vous permet de déposer les pièces. Et effectivement, il y a ce défaut qu'on a signalé dès le départ à l'éditeur qui ne nous plaît pas du tout. C'est que quand vous déposez les pièces, en gros, votre dossier, ça va être ça dépend du nombre d'années d'exercice, mais il peut y avoir assez facilement 30 pièces à déposer en PDF, en plus du simulateur qui est un document Excel. Donc en fait, c'est à la fois bien fait et mal fait, parce que quand vous déposez et malheureusement je ne suis pas informaticien et je ne suis pas développeur non plus, mais là j'aimerais bien l'être en urgence, mais lorsque vous déposez les pièces une à une, vous avez un message qui vous dit que le document a bien été envoyé, mais vous n'avez pas la liste récapitulative des pièces. Donc, Eric, là, moi, je pourrais pour vous regarder sur votre espace client, parce que moi, j'ai évidemment accès à votre espace client, et j'ai mon interface, donc je pourrais vous confirmer ce que j'ai reçu. Mais en fait, c'est en train d'être solutionné, puisque moi, j'ai fait remonter. En gros, il y a une personne sur 5 qui se plaint de cette situation-là, ce qui nous pose un problème, parce que la plupart des gens, ils interrompent le processus de dépôt des pièces. Et nous, ça brise un peu le processus et ça complique notre travail. Donc là, on est en train de solutionner ça. Mais Eric, si vous voulez, juste après la réunion, je regarderai avec vous si ça a bien été déposé. Merci. Pas de souci. Alors moi, j'avais une question par rapport donc si on engage une procédure maintenant, en gros, elle va être jugée l'année prochaine, donc ça va revenir sur les points de toute l'année 2020. Par contre, ça ne reviendra pas sur potentiellement les cotisations qu'on va gagner dans le futur. Donc on est bien d'accord avec ça, du coup, Dimitri. Oui, alors ça, c'est une limite, pas technique cette fois, mais judiciaire. Le juge, il ne peut pas condamner pour l'avenir. Il ne peut pas parce que par définition, il ne sait pas combien vous allez gagner, mettons, en 2021. Par contre, si l'audience est en 2021, il peut solutionner la situation jusqu'en 2020. Donc, il y a… donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Après, c'est un problème qui peut être… Nous, on pense qu'avec la pression mise en justice
la CIPAV un jour craquera. Donc, sur l'avenir, elle sera bien obligée un jour de régulariser. C'est le sens de l'histoire. Je ne vois pas comment elle pourra faire autrement. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a 750 dossiers ouverts. Parfois, c'est 10 nouveaux requérants par jour. Donc, à un moment donné, la CIPAV et les magistrats, je veux dire, l'information va remonter et la CIPAV va être obligée d'ouvrir son portefeuille. Je ne vois pas comment c'est possible autrement, mais à condition d'accentuer, à mon avis, ce mouvement-là. Nous, on a aussi des moyens de forcer si vous voulez, l'inconvénient que vous avez sur l'impossibilité de régulariser la situation sur l'avenir judiciairement, il est compensé par la possibilité que vous avez de faire, entre guillemets, raquer la CIPAV. Je suis un peu vulgaire, mais c'est ça, parce que nous, on demande non seulement la rectification des points, mais on demande aussi souvent la production du relevé de carrière que vous avez vu. On demande la rectification du relevé de carrière et on le demande sous astreinte. Ça veut dire qu'en fait, la CIPAV, elle est souvent, c'est un cas sur deux, elle est condamnée à justifier de la correction du document sous astreinte. Ça veut dire que si elle ne le fait pas, elle a faire. Si elle ne le fait pas, tous les jours, ça lui coûte en moyenne 250 €. Et donc, nous, après, on peut saisir un juge pour vous et faire liquider l'astreinte. Et toutes les fois qu'on l'a fait, on a récupéré entre 10 et 25 000 € par personne. Donc, en fait, certes, vous pouvez pas, vous n'allez peut-être pas vous précipiter pour faire une nouvelle action avec mon cabinet, repayer de nouveau pour faire rectifier vos points en 2021, 2022, etc. Mais vous pouvez, par ce subterfuge, en fait, récupérer de l'argent indirectement en faisant liquider une astreinte. Voilà. En fait, on pense que tous ces moyens de pression-là et cette pression financière qu'on peut mettre sur la CIPAV peut, au bout du compte, la convaincre, avec l'État, de changer les choses. Et au-delà de ça, du coup, je voulais rajouter aussi que nous, en tant que syndicat, l'Union nationale des accompagnateurs en montagne, l'idée, c'est justement petit à petit de faire plier la CIPAV, effectivement, pour que ça bénéficie à tous nos adhérents qui sont auto-entrepreneurs. Donc, c'est aussi un petit côté militant qu'on peut rajouter là-dedans. Oui, complètement. Ouais. L'UNAM a proposé d'intervenir volontairement dans les procédures. Nous, on met en place la procédure idoine, c'est-à-dire que votre organisation, votre syndicat pourrait être partie au procès, demander, je sais pas, 1 € de dommage à intérêt, mais pour montrer qu'en fait, c'est une problématique globale, voilà, dont se sont emparées pas mal d'organisations, notamment la Fédération des auto-entrepreneurs, l'UPSME, il y en a pas mal. Donc, et je précise aussi que les actions qu'on a faites au début étaient faites avec Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui intervenait et qui soutenait notre demande. On ne le fait plus maintenant parce que comme on a gagné, ça ne sert plus à rien. Puis on veut pas, là, il y a d'autres choses à faire. Mais donc voilà, il faut qu'on essaie de aussi trouver des moyens pour rendre l'action, pour essayer de donner une dimension collective à l'action. Donc, il n'y avait plus de questions dans le fil de commentaires. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir directement? Ah, ouais. J'active votre micro. Bonjour. Attendez, non. Oui, Xperia XA2, on vous écoute. Oui, c'est Alain L'Enfant. Donc, vous avez dit que ce problème avait été reconnu par la Cour de cassation donc pour la retraite complémentaire. Et concernant la retraite de base, donc les abattements en moyenne un tiers, vous évoquiez, c'était reconnu également? Alors non, justement, parce qu'en fait, si vous voulez, l'illégalité, elle a été constatée au tout départ, donc en 2016, sur le régime complémentaire. C'est pour ça que ça a donné lieu à cette condamnation de la Cour de cassation. Mais les juges, là, n'étaient saisis que sur le régime complémentaire, parce que c'est aussi bête que, on n'avait pas eu l'idée, ni on n'avait pas non plus l'argumentaire juridique sur le régime de base. Donc, on n'avait pas traité. Depuis, on ajoute, c'est ce que j'ai indiqué en tout début d'exposé, on ajoute la question de la retraite de base, cette histoire d'abattement de 34% d'abattement sur les droits. Alors pour le coup, là, juridiquement, le truc est vraiment compliqué. Voilà, donc c'est complètement expérimental. On n'a pas de décision au plus haut niveau, on n'a pas de décision de cour d'appel
ni a fortiori de décision de la Cour de cassation. Par contre, on a des décisions de tribunaux qui sont, je l'avais indiqué en début d'exposé, qui sont disparates. On a perdu à Toulon, on a gagné à Paris, on a perdu à Caen là-dessus. Mais après, nous, on essaye. Vous voyez, comme c'est le même procès, on essaye de maximiser les chances, à la fois sur la complémentaire et sur la base. Après, sur un plan, votre intérêt financier, il est plus dans le régime complémentaire. De manière générale, les pensions de retraite, elles sont beaucoup plus significatives sur le régime complémentaire que sur le régime de base. Donc l'intérêt financier pour tout le monde, c'est vraiment sur le régime complémentaire. Donc on a effectivement une question juridique qui est verrouillée sur la complémentaire, et en revanche, on a une question juridique qui est beaucoup plus ouverte et donc soumise à un aléa beaucoup plus fort sur le régime de base. D'accord, merci.